Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Alors c'est pas le nom qui est sous vos yeux, mais je vais vous parler du marché d'échange. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Nous sommes le lundi 11 avril 2016. Alors une semaine qui sera chargée sur le plan des fondamentaux, pas forcément sur le plan des banques centrales. On revient aux fondamentaux classiques. Ouverture ce soir des résultats trimestriels aux États-Unis. C'est essentiellement ça qui guide la dynamique pour les indices américains, le SP500, le Dow, les indices Nasdaq. On aura l'occasion d'en reparler lors du morning meeting. N'oubliez pas dimanche prochain le grand rendez-vous pour les matières premières industrielles, en tout cas pour le pétrole, la fameuse réunion à Doha qui aura lieu donc dimanche avec à la clé soit un accord sur l'offre, la part globale donc pour la production de pétrole des pays membres de l'OPEP, mais pas seulement puisque les États-Unis seront représentés, la Russie sera aussi présente. Dans tous les cas, comprenez bien qu'il sera compliqué de tenir en overweight une position pétrole ou dollar canadien le week-end prochain, vu la volatilité attendue à l'ouverture dimanche prochain du marché d'échange, notamment sur les devises liées, mais pas seulement sur les devises liées au risque de manière générale. Les résultats trimestriels donc démarrent ce soir avec Alcoa. Tout au long de la semaine, des entreprises majeures du SP500 publient leurs résultats, notamment tout le secteur financier aux États-Unis, où toutes les grandes banques d'affaires, les grandes banques d'investissement publient leurs résultats trimestriels ce soir. Alors cette semaine, c'est important parce que les indices boursiers US sont proches de leur sommet historique. Les banques centrales, il y en a deux cette semaine, parmi les banques centrales majeures, la Banque centrale du Canada, la Banque d'Angleterre, donc le GBP, le dollar canadien, forcément, seront impactés. Doha, les résultats trimestriels et enfin les fondamentaux macroéconomiques classiques aux États-Unis, avec notamment les chiffres de l'inflation ou encore les ventes au détail. Donc, on a cette semaine toute la panoplie des catalyseurs fondamentaux pour la formation des prix sur les marchés financiers. Alors, bienvenue et bonne semaine déjà à toutes et à tous. On va parler du marché des changes. Alors, j'estime que deux mouvements fondamentaux dominants impactent actuellement les devises. Le renforcement du yen, ça vous le savez. Vous avez sous les yeux à nouveau ce graphique du yen index, donc les bougies mensuelles du yen japonais, donc qui montrent à quel point ce marché a du potentiel haussier, à l'image de ce qui était le cas en 98-99 ou encore ce qui était le cas en 2008-2009. C'est pour cette raison que je continue de défendre la baisse des paires en yen, notamment le taux de change USD yen, mais pas seulement, le GBP yen, toute une panoplie de paires en yen sur lesquelles je vais revenir. Le dollar américain, c'est le deuxième facteur technique dominant, il consolide, alors c'est pas la chute libre, c'est pas l'inverse du yen japonais, mais malgré tout c'est une consolidation baissière en place depuis le début du mois de février et qui se poursuit tranquillement, pas de manière verticale, mais une sorte de glissade baissière du dollar US qui permet en face à des devises vigoureuses de s'apprécier. Alors l'euro par exemple avec la hausse de l'euro-dollar ou encore le yen avec la baisse de l'USD-yen. Le GBP USD, lui, ça reste un range intradable en swing, mais bon, après chacun son point de vue, je vais vous proposer tout à l'heure mon analyse graphique. La Banque d'Angleterre, bien sûr, cette semaine pour la livre sterling. Et donc à nouveau ce graphique de long terme du dollar US qui montre que voilà, c'est pas la chute, mais petit à petit, le dollar US consolide et retrace en fait sa forte hausse qui s'est déployée entre juillet 2014 et janvier 2016. Et rappelez-vous la semaine dernière, donc les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis qui ont finalement permis de trancher entre le camp Yellen, donc l'approche plus accommodante de la Fed, et puis ceux qui sont agressifs, qui réclament une hausse de taux dès le 27 avril prochain. Autant vous dire que la probabilité de voir la Fed relever ses taux le 27 avril prochain, c'est 0%. Ou en tout cas, c'est très faible. Alors maintenant, on va regarder les charts des paires majeures et puis envisager ce qu'on peut faire cette semaine, si on peut faire des choses. Alors, le taux de change euro-dollar, puissant. On prend un peu de recul le lundi, je me permets de m'éloigner un peu des graphiques intraday lundi pour prendre le cadre du marché, sachant qu'ensuite on l'a en tête tout au long de la semaine pour se concentrer ensuite sur des stratégies de trading. Alors ça c'est l'euro-dollar en données journalières depuis le début de l'année 2015. On revient donc sur ce fameux range 1,05-1,15, avec clairement actuellement une séquence qui permet de s'approcher du haut du range. Toujours pas de divergence, je vais zoomer, on va descendre ça, qu'on y voit un peu clair. Voilà, hop, on y verra plus clair. Donc, ce que fait l'euro-dollar depuis maintenant le 1er avril,
Je trouve que c'est typique d'une phase de pause avant une nouvelle impulsion haussière, parce qu'observé par le passé, à chaque fois que l'euro-dollar s'était présenté, donc au contact des 1,1450, donc le cours s'approchait et testait les 1,1450. Rejet baissier en mai 2015, rejet baissier en juin 2015, idem en août dernier, même configuration en septembre 2015, encore un comportement identique en octobre 2015 et rebelote en février 2016. Et nous voilà désormais à nouveau au contact des 1,1450 avec un comportement des prix complètement différent. Alors, c'est pour cette raison que je me permets de parler d'une rupture technique, puisqu'on ne retrouve pas ce comportement des prix lorsqu'on observe un an d'historique de cours, ce qui me laisse en penser qu'on peut avoir une conclusion différente. À l'époque, c'était le rejet. Maintenant, voilà ce que fait l'euro-dollar. Des toupies, donc des petits chandeliers, après avoir fait des chandeliers significatifs, des corps haussiers, eh bien, on fait ces petits chandeliers journaliers. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On attend peut-être certaines moyennes mobiles. En tout cas, j'estime que c'est une phase de pause avant de voir le marché bien enregistrer une impulsion positive. On peut surveiller par exemple la moyenne mobile à 20 jours qui petit à petit s'approche du niveau actuel des cours et qui, je pense, permettra bientôt une impulsion, pas de divergence, tout va bien pour l'instant, avec un marché qui a tranché entre revenir, faire un pullback sur 1,1260 ou conserver le niveau des 1,1325 $ comme support. Le marché a bien fait le choix pour l'instant de tenir les 1,1325. Donc voilà, ça c'est pour le daily. En intraday, on regardera, c'est promis, notamment dans le morning meeting. Et laissez-moi faire le tour d'horizon, si vous le permettez, des paires majeures sur cet horizon de temps. Le GBP USD. Alors, le GBP USD, c'est une compression compliquée à trader en daily, en swing donc. Regardez le RSI D1 qui oscille autour des 50, c'est vraiment les configurations de range les plus complexes. Depuis maintenant 3 séances, le GBP USD défend comme il peut les 1,4050. Il le défend. Heureusement que le dollar US continue sa glissade. Il est en même temps compliqué d'envisager une stratégie d'achat du GBP parce que c'est pas haussier non plus. Il y a la Banque d'Angleterre cette semaine. Donc le GBP USD, même s'il préserve ce support des 1,4050, je n'oublie pas par contre qu'en cours de clôture, c'est pas réellement le cas. Donc je l'exclus en fait de mes stratégies swing. Oh là, sur quoi je suis passé là? Je l'exclus des stratégies swing. Mais voilà, j'ai toujours un œil sur ce niveau des 1,4050. Et éventuellement, on a construit ici un petit avalement, quelque chose comme ça, qui permettrait de revoir, je sais pas moi, les 1,41, 50, les moyennes mobiles ici. Mais franchement, rien de plus conséquent. En tout cas, ce matin, bon, j'envisage, pourquoi pas, si je projette ce chandelier daily, bon, refaire le 0,618, ça nous donne quoi? 1,42, voilà. Pourquoi pas revoir 1,42, mais c'est essentiellement du fait de l'USD. Formation d'un support sur le Kiwi Index, NZD USD. Alors ce qui m'intéresse sur ce marché, c'est bien sûr le canal. Est-ce que le marché va vraiment revenir dans le bas canal? Je commence à en douter. J'ai toujours moi ce range sur le RSI journalier du NZD USD. Ça c'est pas mal. Et on est en train de rebondir sur 50. Le marché forme un support sur 0,6766. Bon, on a retracé aussi 61,8 de la précédente impulsion. Est-ce qu'on peut envisager une stratégie positive? Il faut clairement travailler cette zone de prix en H4 pour voir ce que cela donne, s'il y a des diffs, s'il y a quelque chose qui redémarre, une sortie de compression. Mais en tout cas, pourquoi pas commencer à envisager quelque chose. Juste laissez-moi la mettre. Bon, puis il y a le rôle de soutien aussi de MM20, MM20 jours, bon, pourquoi pas. USD Yen, bon, bah, la tendance baissière se poursuit, il n'y a pas grand chose à dire, on en a parlé tout à l'heure à l'aide du Yen Index. Regardez en données journalières, pour le coup en swing c'était juste parfait, le signal de vente du 5 avril dernier, la cassure des 111, cassure des 1, on gère son risque au-dessus du chandelier de cassure et on laisse le mouvement se déployer. Alors à terme, je vise toujours 105,80. Le pullback sous la première ligne de tendance a eu lieu le 8 avril dernier, donc ce qui donnait un point de short. C'est cette ligne de tendance chartiste, le marché s'en est approché, couvert à ce moment-là par MM20 H4. Pour l'instant, je considère toujours que sur ces paires en yens, la moyenne mobile
à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures est une bonne moyenne mobile pour une stratégie de vente. Attention tout de même, cette ligne de tendance chartiste baissière ne sera pas intacte éternellement. Tôt ou tard, on va finir par faire un range, s'installer dans une phase de transition latérale et la malmener. À l'image par exemple du range que le marché avait fait ici entre le 30 mars et le 1er avril. Et pour l'instant, ça continue de glisser, il n'y a pas de div, il n'y a rien. Voilà, ça reste clairement baissier. Simplement, à court terme, le marché tente ici de former donc son support sur 107,66. Donc là, on teste ce niveau, on n'est pas sous résistance, il n'y a pas de stratégie de vente à mettre en place, en tout cas de nouvelles ouvertures de position au niveau actuel des cours. Et simplement, bon, je pense que si le marché tient ce niveau et remonte vers MM20, MM20 reste toujours un bon point de vente. Pour quelle raison? Parce que pour l'instant, le marché ne l'a pas testé. C'est bien la cassure de MM20H4 qui, le 29 mars, a donné le signal. Elle a été testée précisément le 1er avril. Et depuis, les cours tombent plus rapidement qu'elle. Bon, c'est normal, c'est en retard sur les prix. Mais les cours ne sont pas remontés précisément à son contact. Ce qui pourrait bientôt intervenir, le marché tentant de se stabiliser sur 107,60 pourrait commencer à vouloir former un range de cette nature-là. Alors, je ne sais pas quelle forme, peut-être un triangle rectangle descendant, quelque chose, mais j'ai quand même en tête l'idée que le premier test de MM20H4 pourrait offrir un point de vente. Je le surveille en tout cas. L'AUD-USD, je confirme toujours ce scénario que je vous ai proposé la semaine dernière, à savoir que le support à 0,75 tient et peut encore tenir, il est solide. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le tient tout en dérivant à plat et peut-être à terme rejoindre cette ligne de tendance, donc ça ce serait franchement parfait. Donc les cours dérivent, mais tôt ou tard, la proximité de la ligne de tendance fera que j'envisage une reprise de la tendance positive, donc c'est propre. Et pourquoi pas avoir aussi sur le RSI H4 un double bottom en formation. En tout cas, au-dessus de 0,75, je garde le cap positif. Alors je vous ai proposé une vue sur les paires majeures, notamment sur les paires en yen et sur USD yen. Le rôle de MM20, je m'en sers aussi sur GBP yen. Bon, là elle tombe sur les cours. Voilà, la tendance reste pour l'instant fortement baissière. Attention, hein, ce sont des paires fortement baissières. L'action ne se fait que sous résistance ou en breakout, hein, pas sur support. Là, j'ai le sentiment qu'elles veulent s'installer dans des ranges. Donc ces ranges, je n'en connais pas encore la forme, mais peut-être l'amplitude, qui pourrait être sur le GBP Yen un range construit entre 151,60 et 154. Alors attention, hein, sur une paire comme le GBP Yen qui, quand elle fait du directionnel, perd 600 ou 700 pips, oui, les phases de retracement ou de range sont de 200 ou 300 pips, hein, donc j'exagère pas en parlant d'un range de cette nature-là. Sur l'USD Yen, non, ça fera pas 200 ou 300 pips, mais je pense que si le marché entre en range, il y aura le rôle de la MM20H4, et en termes de prix, voilà, je commence à, ce sont des hypothèses, hein, mais je commence à essayer de cadrer un peu ce que pourrait faire le marché en range. Pour l'instant, ça reste sacrément faible. Ok, je bascule juste en H4 sur l'eurodoll. On retrouve donc cette formation rectangulaire entre un 13,25 et un 14,50 dont le marché n'est pas sorti. Hein, et honnêtement, on peut rester à l'intérieur jusqu'à ce que MM20 approche des cours. Pour l'instant, on est à l'intérieur. La seule chose en fait que je mets en avant, c'est que je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir la shorter agressivement parce qu'elle est résiliente dans son petit range, un 13,25 à un 14,50, et ce qui n'était pas le cas depuis janvier 2015. Alors, bonjour à tous. Donc en effet, le pétrole, n'oublie pas, dimanche prochain, c'est Doha. Alors, y a-t-il... Alors, la UD-USD, je vous ai expliqué au-dessus de 0,75, hein, moi je reste haussier. Et on fait... c'est bien ce qu'on fait une phase de transition latérale comme ça au-dessus de 0,75, je trouve ça pas mal. Alors, juste laissez-moi regarder une chose. Il n'y a pas de réunion exceptionnelle, enfin je vois pas, hein, pour l'instant j'ai pas l'info en tout cas.
pas de réunion exceptionnelle de la Réserve fédérale aujourd'hui. Il y a par contre un discours d'un membre de la Réserve fédérale, Monsieur Kaplan, à 18 heures, en effet. Euh, alors, à l'heure de Paris, ce sera 19 heures. À 19 heures, heure de Paris. Donc c'est ce que je vois pour l'instant. Je vais quand même aller jeter un œil sur le site de la Fed, mais pour l'instant j'ai pas vu ce type d'information. Allez, il est 9h02, je voulais simplement donc vous proposer un tour d'horizon des paires majeures ce matin et de ce qui me paraissait important sur le FX. Je reviendrai naturellement sur tous ces paires majeures davantage en intraday day trading dans le morning meeting. 9h15, c'est le début du point de marche avec Sylvain. Donc je vous laisse entre ses mains. Prochain point, ensuite les matières premières 10h30. Et moi je vous retrouve à 11h. Merci à tous et à tout à l'heure. Et je vais enquêter sur cette histoire de réserve fédérale. À tout à l'heure.